La Carélie est une région qui s'étend au cercle polaire, au nord-ouest de la Russie. Elle est parsemée de très nombreux lacs et étangs, si bien qu'elle est appelée le pays des 1000 lacs. Perdu au milieu de cette multitude, c'est du lac de Korb dont nous allons parler. Ce lac a pour dimension 600 mètres de longueur sur 160 mètres de largeur et il est profond de 5 à 7 mètres en moyenne, avec un fond très vaseux. La rivière Tuksha le traverse de bord en bord et c'est elle qui l'alimente en eau. Nous sommes le 27 avril 1961 et à cette latitude, nous sommes encore au cœur de l'hiver. Un garde forestier, Valentin Borsky, longe la bordure du lac à bord de sa voiture. Le lac est gelé, tout est normal. Il va passer la nuit dans une des isbas mises à disposition des forestiers à 8 km du lac. Le lendemain, à 8 heures, Borsky va emprunter la même route à sens inverse. Et c'est là qu'il va être le témoin d'un phénomène étrange. Sur la berge nord du lac, s'est dessinée une fosse de taille considérable, et ce, pendant la nuit. La fosse fait 27 mètres de long, 15 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Il faut imaginer qu'il s'agit des dimensions de plus de 1000 mètres cubes de terre gelée. Dans le prolongement de la fosse, la glace du lac est perforée et de nombreux fragments de glace flottent à sa surface dans ce trou. Aussitôt, Borsky enverra un câble à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, dans lequel il écrit « Fosse inexplicable apparue bord du lac. Il faut spécialistes et plongeurs. » Après avoir fait son rapport aux autorités, Borsky interrogera les habitants des petits villages et des maisons isolées autour du lac. Ceux qui vivaient à Yagodka auraient vu un objet voler à très basse altitude au petit matin. Cet objet rond, émettant une lumière bleu-vert, aurait croisé lentement vers le lac, quand soudain une déflagration se fit entendre. Puis, l'objet se serait incliné avant de prendre de l'altitude. L'expédition scientifique prendra une semaine pour arriver, car les rudes conditions climatiques ont contraint l'équipée d'experts menée par le capitaine Viktor Demidov de finir le chemin à pied sur 30 km dans la neige. Demidov prendra en main la direction des recherches. Dans un premier temps, l'équipe investiguera la fosse. Demidov y descendra lui-même et fera le constat suivant. Il ne s'agit pas d'une source ou d'eau souterraine qui aurait pu creuser ou provoquer l'apparition d'une faille dans le relief. Plus on s'approche du bord du lac, plus la fosse rétrécit. Il s'agit d'un impact avec un objet lourd car le fond semble tassé. Hormis le trou au bout de la fosse, toute la glace du lac est intacte et il n'apparaît aucun rejet consécutif aux projections d'une explosion. Près de la rive, flottaient des lambeaux d'écume et surtout une multitude de grains noirs flottaient à la surface de l'eau. Ceux-ci étaient friables quand on les écrasait entre deux doigts. Dans un second temps, les plongeurs de l'équipe ont mené leur enquête. Voici leur conclusion. Le fond du lac est recouvert de projections de terre. On y trouve de grandes mottes gelées de gazon. Les plongeurs purent observer une trace fraîche sur le fond vaseux, une longue protubérance de terre rectiligne sous l'eau, de 20 mètres et se terminant par une bosse d'environ 1,50 m. Les blocs de glace qui flottaient et ceux qui ont été libérés des débris de terre présentaient une face de couleur vert émeraude. Le reste de la glace du lac n'avait pas pris cette teinte. Tous ces éléments ont fait l'objet de prélèvements. Et malgré la réticence de nombreux laboratoires pétersbourgeois pour mener des analyses, Demidov a réussi à recueillir les conclusions suivantes. La glace ordinaire, l'eau et son écume, ainsi que le sol, ne présentaient aucune anomalie.
La glace colorée avait perdu sa couleur en fondant. Les grains se révélèrent beaucoup plus intéressants. De petite taille, ronds et de couleur sombre tirant sur le violet, ils ne présentaient pas de spectre d'absorption pour la matière organique. En d'autres termes, leur structure n'avait pas de liaison entre carbone et hydrogène, comme la matière qui compose les êtres vivants ainsi que leur reste. D'aspect métallique au microscope, ils correspondaient dans leur composition à des produits de fusion que l'on trouve communément dans les processus de soudure. Enfin, les chimistes essayèrent plusieurs acides concentrés, d'une part acide sulfurique et acide fluorhydrique et acide chlorhydrique d'autre part, qui ne parvinrent pas à dissoudre ces grains. En 1978, un ufologue russe du nom de Yuri Raitarovsky se rendra sur les lieux et témoignera de l'état de la fosse 17 ans après les faits. Alors qu'autour de la berge nord, la végétation est très pauvre, dans la fosse elle-même a poussé une végétation luxuriante. 3 aulnes avaient eu le temps de prendre une belle hauteur et ils étaient entourés de toutes sortes d'herbes et d'arbustes. L'affaire du lac de Korb réunit de nombreux éléments que l'on peut croiser avec d'autres cas qui eurent lieu de par le monde. Boris Churinov cite un événement qui s'est déroulé en 1968 en Suède. Des pêcheurs découvrirent dans le lac Upremen un triangle de 500 mètres dessiné dans la glace épaisse de 90 cm. Une pellicule de matière rougeâtre y sera prélevée. Dans 2 autres lacs, des triangles ayant fait fondre la glace seront découverts. Fait relater dans le journal quotidien Dagens Nyheter. Boris Churinov ajoute aussi le dossier dont l'action se déroule à la ville de Kuusamo, en Finlande, en 1971, où des ovnis auraient laissé des traces au sol dans la neige de 2 à 3 mètres de diamètre et auraient donné à cette neige une teinte vert sombre. Un investigateur local fit fondre cette neige qui conserva, sous forme liquide, sa teinte verte. On détectera la présence de titane dans cette eau. Depuis ces années, quelques progrès scientifiques ont permis de mettre en lumière la cause derrière la teinte vert émeraude que peut prendre la glace dans les cercles glaciaires, notamment en Antarctique, où l'on témoigne de la présence d'icebergs verts nommés Jadebergs par les glaciologues. Le professeur en chimie Steve Warren montre que la glace de ces icebergs ne contient pas de bulles d'air et que l'eau qui la compose renferme des oxydes de fer qui, interagissant avec la lumière, rendent une couleur émeraude. Enfin, on peut rapprocher le cas du lac de Korb et son apparition de traces au sol avec un cas français, celui de Marlien en Côte d'Or, où le maire du village a découvert dans un champ de trèfle une trace comme un impact formant une cuvette de 1,30 m de profondeur, elle-même perforée d'un trou de 40 cm de diamètre pour 30 de profondeur. Le sillon principal de cette trace suit la forme d'un cylindre. Comme dans le cas de Korb, la terre y semble écrasée et on y retrouvera la poussière métallique dont la teinte tire sur le violet, comme les grains du lac de Korb. À l'analyse, cette poudre offrira les mêmes conclusions, un produit de fusion métallique à haute température. Dernière similitude, un ovni avait été aperçu dans les jours précédant la découverte de l'impact.